Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Et au passage, je vous raconte mon cheminement d'apprentie autrice, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle interview avec Cécile Candiago, qui est en région grenobloise comme moi, autrice de romans intimistes, qui va nous raconter comment elle a récemment auto-édité ses 2 premiers romans. On y parle des joies de choisir soi-même l'artiste pour sa couverture, en l'occurrence pour Cécile, nul autre que Jean-Claude Götting, qui est quand même l'illustrateur des premières éditions de Harry Potter, s'il vous plaît. Voilà une part de mon enfance qui se réveille. On parle aussi des avantages et difficultés à publier soi-même son roman, des joies de l'écriture et bien sûr des obstacles à surmonter. Et après l'interview, je vous donne aussi quelques nouvelles rapides d'où j'en suis de mon côté, parce que ça avance côté publication aussi. Avant de vous diffuser l'interview avec Cécile, je vous lis rapidement le pitch de son 2e roman, Dérapé, dont on parle le plus dans l'interview. Donc c'est un livre qui est sorti en 2024. C'est donc Dérapé de Cécile Candiago, et voici le 4e de couve. Aumaric Bribois est mort le 20 février 2004 à Saint-Aulne, au croisement de la départementale 647 et de l'impasse des Fresnes. Marié et père de famille, il laisse derrière lui des proches abasourdis et des collègues en colère. Était-ce un simple accident de moto ? Aumaric voulait-il en finir ? Un autre véhicule était-il impliqué ? À qui a profité sa mort ? 20 ans plus tard, personne ne sait dire ce qui est arrivé ce soir-là et plus grand monde ne s'intéresse à cette affaire. Plus grand monde, sauf moi. Et j'ai décidé de parler. Donc voilà, c'était le résumé, juste pour vous donner un petit peu une idée de quel livre on parle. Voilà, je vous laisse avec l'interview avec Cécile, j'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Donc salut Cécile, et je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui dans La Page Sensible, que l'enregistrement soit vraiment lancé cette fois. Du coup, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, nous dire un peu ce que tu écris ? Oui, avec plaisir. Merci d'abord de me recevoir sur ce podcast. Voilà, ça me fait très plaisir d'être ici et de discuter avec toi. Donc, je suis Cécile Candiago, je suis maman de 3 enfants, 3 adolescents même. Je travaille dans la fonction publique depuis à peu près toujours et j'ai fait des choses assez variées, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis surtout, c'est la raison pour laquelle tu m'as invitée. J'écris depuis quelques années des romans. Je suis l'autrice de 2 romans que j'ai auto-édités. Le premier s'appelle D'où je viens, le second s'appelle Dérapé, et ce sont des romans que j'aime bien qualifier d'intimistes, parce que ce qui m'intéresse et ce dont je parle finalement, c'est ce qui se passe entre les gens, ce qui se passe au sein des couples, et c'est, voilà, je me sens à l'aise pour parler, disons, d'histoire de famille et d'histoire d'amitié, et donc c'est ce que je fais, ce que j'ai fait sur mes 2 premiers romans, ce que je fais sur mon roman en cours de travail, et c'est ce qui m'attire en fait dans l'exercice. Trop bien. C'est vrai que je te pose la question évidemment pour les auditoristes, mais moi j'ai eu le plaisir de lire tes 2 livres, et c'est vrai que c'est drôle que tu dises ça, intimiste, parce que je crois que j'ai vu aujourd'hui sur LinkedIn que tu avais mis ça dans ta, tu sais, dans ta Dans ma fiche petite bio. LinkedIn, ouais, dans ta petite bio, que c'était autrice de romans intimistes, et je me suis dit: «Ah oui, c'est bien trouvé», parce que je pense que ça décrit assez bien le genre dans lequel tu écris. Ça m'a pris un peu de temps Oui, c'est dur, hein? c'est dur de parler de ces livres, ouais. Ouais. D'arriver à les mettre dans une catégorie dans laquelle on se retrouve, voilà. Parce que c'est forcément réducteur en fait. Un roman, c'est tellement de choses. On est obligé de choisir 1 ou 2 points saillants pour dire de quoi ça parle, mais en fait, c'est toujours 1000 choses différentes, quoi. Et du coup, moi, aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler de ta dernière sortie, tant qu'à faire, hein, Dérapé, qui est ton 2e roman. Et du coup, moi, ma première question pour toi, c'était: à quel moment tu t'es dit: «Ah, ça va être ça, mon projet suivant, je vais partir sur cette histoire-là»? Parce que j'imagine que tu as plein d'idées? Alors j'en ai de plus en plus en fait, des idées. Je crois que la pratique vraiment fait que maintenant j'ai l'impression de voir partout des idées, d'entendre des réparties et de me dire: «Ah ça serait bien dans un livre». Sur Dérapé, en fait, j'ai fini d'écrire D'où je viens Mmh. et j'ai envoyé des maisons d'édition, et à ce moment-là, je me suis dit: «Bon là, il faut que je me mette assez vite sur autre chose», parce que je venais de passer quand même sur l'écriture de D'où je viens. Je l'ai écrit vraiment sur un temps assez court, très ramassé. Je faisais vraiment ça de façon très intense,
Et au sortir de ça, je me suis dit, bon, là, faut trouver un projet. À l'époque, je pense que mon imagination était quand même un peu moins fertile, donc j'avais pas 3000 idées non plus. Et en fait, il se trouve qu'on a discuté un jour avec conjoint. À vrai dire, je me souviens plus exactement. Je pense qu'on parlait de la série 24 heures chrono, avec ce système de un épisode dure 1 heure, et donc il y a 24 épisodes et ça fait la journée entière. Et je me suis dit, ah tiens, ça serait intéressant d'avoir une structure de bouquin comme ça sur une journée. Chaque chapitre, c'est 1 heure. Et on avance, et voilà. Et au fil de ces 24 chapitres, de ces 24 heures, on découvre une histoire, une intrigue, et on a une résolution le soir. Et donc, j'ai commencé, je suis vraiment partie, en fait, avec cette idée de structure, et j'avais pas d'idée de sujet, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je pourrais faire sur une journée, quoi? Bon, bah, ça pourrait être peut-être un mariage, mais en même temps, ça, j'avais l'impression que ça avait déjà été fait plein de fois. Bon, bah, c'est peut-être un anniversaire, c'est peut-être un enterrement de vie de jeune fille, etc. Puis je suis arrivée sur l'idée de l'enterrement. Je me suis dit, ça, c'est pas mal. En plus, bah, du coup, qui dit enterrement dit mort. Donc, du coup, on a un bon début d'intrigue, quoi. On a quelqu'un de mort au milieu de la scène de départ. Et puis, c'était pas mal l'idée de l'enterrement, parce que ça permettait de traiter des niveaux de relations très différents. C'est-à-dire que je pouvais parler à la fois de la famille très proche et de comment elle était concernée, et aussi, par exemple, là, ce que j'ai fait dans le livre, finalement, à un moment, je fais intervenir le curé qui gère l'office. Et donc, il y a un point de vue, lui, très distancé sur la situation, mais qui amène quand même dans son propos quelques indices, des éléments de contexte, etc. Donc, je suis partie là-dessus un peu, et en me disant, bon, bah, maintenant que j'ai un mort, il faut que je trouve une idée de qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a des questions qui se posent, etc. Et puis donc, je suis partie, ça a assez bien marché. Et au bout de 130 pages, j'avais quasiment écrit tous mes chapitres, et je me suis dit, non, mais en fait, ça va pas du tout. Ah. Ça va pas du tout, parce qu'en fait, pour clore mon intrigue en 24 heures, je suis obligée de tirer des ficelles énormes. En fait, j'arrivais pas à boucler mon histoire de façon subtile. J'avais l'impression d'arnaquer un peu mon lecteur, quoi. Donc, je suis restée tankée là-dessus pendant plusieurs semaines. Et un beau matin, eureka, j'ai dit, non, mais en fait, ce que j'ai écrit, c'est pas mon livre. Ce que j'ai écrit, c'est la première partie. Et en fait, c'était pas du maintenant, c'était il y a 20 ans. Et là, maintenant, quelqu'un va se saisir à nouveau de tout ce matériau, et on rebrasse les choses, quoi. Et là, j'ai écrit la fin, quand je dis la fin, la deuxième partie, en 2-3 semaines. Ah oui, ok. Il y a de la magie un peu parfois dans la création des situations où on a l'impression d'être complètement bloqué, et puis hop, un jour c'est fini, tout est clair, enfin c'est... Oui, parce que finalement, t'avais trouvé la mécanique en fait qu'il fallait pour raconter cette histoire, quoi. Finalement, deux mécaniques, deux temporalités. Et c'est vrai je trouve, en tant que lectrice, qu'on le sent. Donc toi, tu fais un peu, après, dans les réécritures, du coup, on voit que enfin, en tout cas, moi, j'ai vu en tant que lectrice, t'as un peu tricoté les deux ensemble. Du coup, on passe un petit peu du passé au futur. Enfin, on a un petit peu on voit bien qu'il y a dès le début, on se doute qu'il y a deux chronologies. Et c'est vrai que la tonalité est différente, parce qu'il y en a une, comme tu dis, celle de 20 ans avant, où il y a cet enterrement, bah, il y a beaucoup, beaucoup de narrateurs différents. On sent que tu t'es amusé à faire cette galerie de personnages, justement, un peu en braquant le projecteur. Comme tu dis, à un moment, c'est le curé, à un moment, ça va être sa mère, à un moment, ça va être sa fin. Et c'est vrai que la deuxième partie est beaucoup plus concentrée sur la narratrice. Donc oui, on sent qu'il y a un peu deux mécaniques différentes qui sont venues se tricoter. Et c'est fait une bonne transition sur ma question, puisque forcément, tu as parlé un peu de comment tu t'y es prise pour écrire. Moi, je suis très intriguée. Déjà, pour commencer, je suis très impressionnée par ta rapidité. Voilà, bon, moi, si les gens qui écoutent le podcast le savent, je mets eu 5, 6, 7, 8 ans à sortir mon premier roman. Et du coup, je suis très intriguée de savoir quelle est ta routine d'écriture, à quel moment t'écris, où est-ce que t'écris, et aussi dans quelle mesure ça a pu évoluer peut-être d'un manuscrit à l'autre, entre ton premier, ton deuxième et du coup maintenant ton troisième que tu es en train d'écrire. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir une routine. En effet, ça a pas mal évolué. Mon premier roman, j'ai vraiment énormément tâtonné au début. D'abord, je faisais ça en même temps qu'une activité professionnelle extrêmement exigeante, donc j'avais très peu de temps. Et clairement, je savais pas par où le prendre. Enfin, je me souviens d'avoir cherché sur Internet comment faire pour écrire un roman. Enfin, j'ai vraiment démarré du début. Ouais.
Et donc, pour le premier, j'ai fini par essayer d'établir un plan. Et puis, en fait, il se trouve que j'ai changé d'emploi. Et donc, entre la fin de mon emploi et le début du nouveau, j'ai eu 5 semaines de congé. Où en plus, les enfants, c'était une période scolaire, donc les enfants étaient à l'école. J'avais vraiment du temps libre complètement. Et je me suis dit, bon, là, si tu l'écris pas maintenant, tu l'écriras jamais. Donc, à cette période-là, pour le premier, je me suis mis en mode NaNoWriMo et je me suis dit tous les jours 1000 mots et tu y vas, quoi. Ouais. Et là, sur cette période-là, j'avais vraiment une routine, y compris physique. C'est-à-dire que je me suis installée à chaque fois dans mon canapé, en tailleur, avec une playlist un peu toujours la même, enfin voilà, quelque chose qui est devenu très automatique à ce Ah oui, moment-là. t'écris en musique. J'écris, alors pas toujours, mais j'écris parfois. Alors quand je mets de la musique, en général, c'est de la musique classique très douce. En général, du piano seul presque la plupart du temps. Et je l'ai fait à cette période-là. Et maintenant, j'ai l'impression de m'être un peu auto-créé un réflexe de Pavlov, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il y a certaines musiques, quand je les entends, ça me branche en mode créatif, écriture. Ouais, c'est pratique. Et je le fais maintenant aussi quand ça m'arrive maintenant d'aller travailler à la bibliothèque universitaire entre midi et 2. Et ça m'aide aussi en fait à vite entrer en mode créatif quand j'y vais pour 1 heure ou 1 heure et demie et que c'est vraiment OK, là t'as un petit créneau, écris ce que tu peux. Après ça, c'est les phases où j'écris. Il y a aussi plein de moments où en fait je suis pas en période d'écriture, je suis plutôt en train d'essayer de concevoir, de réfléchir le projet, de savoir un peu ce que je vais faire. Je fais pas mal d'écriture automatique aussi pour essayer de faire émerger des idées et de me poser des questions à moi-même sur bon alors sur quoi tu as envie d'écrire. Ouais. Voilà, Petite conversation à l'écrit. c'est ça. Et du coup, toi, t'es plutôt, tu bien faire des plans ou tu préfères justement y aller plutôt à l'intuition ou ça change? Je fais un peu des 2 en fait. Mmh. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Dérapé, je m'étais un peu dit, bon, bah voilà, tout ce que enfin, j'avais un peu, effectivement, dessiné la galerie de personnages. Et après, j'étais pas rentrée dans le détail du plan et je m'étais dit, tiens, ce serait pas mal de faire intervenir le curé. Voilà, j'ai essayé d'écrire des trucs. Je fais pas mal d'essais, en fait. Donc finalement, Et c'est encore après, en recherche. ouais, oui, en fait, je sais pas si c'est en recherche ou si, enfin, je pense que ça fait partie de ma façon de travailler, en fait. C'est-à-dire, Mmh. j'ai besoin des 2. J'ai besoin de planifier un peu des choses. Là, dans le roman que je suis en train d'écrire en ce moment, il y a plusieurs voix, plusieurs narrateurs. Mmh. Et donc là, je suis un peu obligée d'avoir un plan et Ouais. d'organiser un peu l'ordre des chapitres pour que, bah, voilà, ce qui se dévoile au fil du texte garde de la cohérence, quoi. Là, sur Dérapé, heu, c'était moins critique, je dirais, parce que finalement, l'important, c'est qu'à la fin, on ait un peu tout compris. Mais la structure du texte était moins précise et j'ai pu plus y aller un peu au feeling et Oui, oui. Parce que de toute façon, il y a un comment dire? Il y a un squelette qui est assez clair, donc j'imagine qu'après tu peux un peu, broder dessus, oui et puis après, le squelette, il permet aussi enfin, il permet de pas être il me permet parce que là, je sais pas, je vais pas faire des généralités, tout de suite, mais en tout cas, moi, ça me permet quand je suis pas très inspirée, quand je sais pas trop ce que je vais écrire, de me dire: «Bon, alors attends, dans le plan, tu étais censée faire quoi? Ah oui, tu avais dit qu'il fallait Mmh. qu'il y ait une scène où, je dis n'importe quoi, on se rend compte qu'elle s'entend pas bien avec sa mère. OK, alors du coup, pour quelle raison elle pourrait se disputer?» Voilà. Et après, là, je pars en créatif. Mais le plan m'a permis de me dire au moins, voilà, je pars de ça. Après, le plan, moi, c'est aussi un outil dont je me dégage avec beaucoup de facilité, hein. Mmh. Si Ouais. finalement je me dis que ça bof, j'ai aucun scrupule à écraser mon plan et à faire autre chose si je le Ouais. sens autrement au moment où je suis devant l'ordi en train d'écrire. Ça marche. Ouais, je suis plus ouais, plus du versant plan, je pense et même ça peut être un souci, c'est-à-dire que des fois, j'ai du mal à me détacher de mon plan. Ça va être le Mmh. contraire et c'est un truc, que je veux travailler. Moi, j'ai entendu dans un de tes podcasts que tu avais fait un plan de 32 pages, donc je pense que oui, on peut dire que tu aimes les plans. Oui, mais c'est le bon mot, j'aime ça. En fait, j'y pensais tout à l'heure, j'étais dans le tram et je me disais j'écoutais un podcast justement où il y en avait une qui disait: «Ah mais moi j'adore les premiers jets», et elle fait pas de plan du tout et elle disait: «Ouais, mais non, moi c'est tout à l'impro», et je me disais: «Oh là là, mais non, mais ça serait trop je serais trop triste parce que j'adore». Moi, je pourrais même limite faire que ça et passer ma vie à Mmh. faire des plans
Il faut un peu que je me force pour écrire le roman après, quoi, parce que ce qui me plaît, c'est de de faire le plan. Oui. Ouais, et puis le plan, c'est en fait, quand on dit faire le plan, c'est aller chercher, la mécanique du livre, c'est intéressant aussi, hein. C'est la partie, imagination aussi qui Mmh. Ouais, en fait, elle s'exprime, pas dans le même biais, mais oui, mais ouais, en fait, finalement, l'imagination, elle est dans toutes les étapes, quoi. mais bien sûr. Très bien, bah, merci pour ces précisions un peu techniques. Du coup, on a bien parlé écriture et donc moi, ce qui m'intrigue beaucoup, parce que tu as donc sorti déjà 2 livres, c'est, bah, comment tu en es venue, du coup, à auto-éditer ces 2 livres et à quoi ça ressemble, en fait? C'est quoi un peu ton processus, ça a été quoi ton processus de publication? Déjà, je sais pas si ça a été exactement le même processus pour les 2 ou si peut-être tu as fait évoluer entre les 2. Ou ça en fait, ça a évolué entre les 2 parce que j'ai gagné en aisance. Ça m'a pris moins de temps la deuxième fois parce que je savais où j'allais, j'avais trouvé une plateforme d'auto-édition qui me convenait, donc je suis restée sur la même. Donc ça a été beaucoup plus, facile la Mmh. deuxième fois. Pour moi, l'auto-édition, ça a été une solution de repli quand même, hein. Mmh. J'ai d'abord cherché un éditeur, j'ai pas trouvé de maison qui souhaite m'éditer. En revanche, j'avais quand même eu des échanges téléphoniques avec 3 éditrices qui avaient toutes été, encourageante en fait et qui m'avait Mmh. dit: «Votre texte, Et c'est pas rien, il hein. est bien, en fait. Voilà, il y a pas de souci majeur sur votre texte, simplement c'est pas dans l'esprit de la maison ou c'est pas le moment». Bon, Mmh. ça m'a permis de me rassurer sur la qualité de mon texte et puis, ce qui a été assez déterminant, c'est que, bon, bah, quand on écrit, un roman, c'est quand même pas mal d'énergie qu'on y met. Mes proches l'avaient lu, mes parents, mon conjoint, voilà, il avait, circulé dans un tout petit cercle autour de moi. Et en fait, j'étais, extrêmement, frustrée de pas pouvoir présenter ce texte, à d'autres gens et Mmh. ne serait-ce que, voilà, un cousin, enfin bon. Et donc je me suis dit: «Bah, quitte à plutôt que de faire des photocopies, toutes moches d'un document A4, tant qu'à faire, faisons un bouquin». J'avais une amie qui avait fait ça quelques mois plus tôt, donc je m'étais dit: «Bon, ça doit être, faisable, quand même». Mmh. Et donc voilà, donc je l'ai fait parce que j'avais envie que l'objet, en fait, existe et que Beh, oui, oui, voilà, oui. qu'il y ait un livre qui Mmh. voilà et puis que de pouvoir le faire lire, qu'on puisse en parler. Mmh. Après, une fois qu'on a fait tout ça, en fait, c'est très facile de le mettre en distribution auprès des librairies. Donc, j'ai juste, coché une coche de plus pour Mmh. dire: «Bah, tant qu'à faire, on peut le commander en librairie». Mais voilà, l'enjeu, c'était qu'il puisse, circuler et puis peut-être aussi de clore ce projet. C'est-à-dire que bon, bah, voilà, Mmh. maintenant il y a une version définitive du texte qui existe. Je m'arrête de le retravailler à l'infini, je passe à autre chose. Ouais, ça, c'est dur parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, «Ah, peut-être que avant de l'envoyer aux maisons d'édition, il faut que je le retravaille plus». Enfin, ouais, bah, Mmh. j'ai fait un sacré paquet de versions aussi et c'est vrai que c'est dur aussi de se dire: «Bon, allez là, j'arrête. Mmh. Il va rester comme il est. Je sais que je pourrais encore changer des virgules et et rajouter Mmh des mh. paragraphes et me dire: «Tiens, tel personnage, on peut se lui faire ci, lui faire ça». Mais ouais, mais bravo, hein, déjà, d'avoir réussi à faire ça 2 fois, de dire: «Allez, Mmh. là, j'arrête». Parce que ouais, je trouve que c'est la une des parties les plus difficiles finalement de Mais moi, j'ai trouvé que la deuxième fois était beaucoup plus facile parce que finalement, ah ouais. Mmh. la première fois, on met quand même un peu ses tripes sur la table. Ah C'est-à-dire bah que oui. là, je le présente de façon très, décontractée. Mais en Mmh. réalité, la première fois qu'on a son livre entre les mains et qu'on se dit: «Bon, ben, maintenant, il y a toute ma famille, les Mmh. tantes, les oncles, les cousins qui vont pouvoir le lire, mes Mmh. collègues de bureau», enfin bon, on commence à se dire: «Bon, ouais, là, faut que j'assume que j'ai écrit ça», enfin. Mmh. Et ce qui est génial après, c'est les premiers retours, en fait, de gens Mmh. qui parce que finalement, quand on a fait l'exercice d'écrire un livre et qu'on l'a fini, on est très content, mais du coup, bon, bah, voilà, on a fini. Et Mmh. les gens à qui on en parle, pour eux, pour la plupart des gens, ça reste un exploit. C'est: «Quoi? Mais tu as Bah écrit un oui. livre?» Et le simple fait d'avoir écrit un livre est quelque chose qui, dans leurs yeux, est déjà énorme. Ça m'a fait beaucoup de bien et donc en sortant le deuxième, bien sûr, j'avais une petite appréhension en me disant: «Bon, le est-ce qu'il va plaire autant? Qu'est-ce que les gens vont en dire? Est-ce qu'ils vont pas être déçus?» Et Mmh. puis voilà, après je me suis dit: «Non mais en fait, c'est bon, tu fait le job, c'est pas un concours, c'est pas le bouquin qui marquera le 21e siècle, mais c'est bon, tu as fait un assez bon boulot pour que tu puisses le faire lire sans en avoir, Et ça peur ou honte, quoi». ça c'est génial, je me dis, parce que c'est vrai que ça me fait plaisir que de t'entendre dire que la deuxième fois est moins terrifiante. Parce que quand je vois comme moi je suis terrorisée, heu,
de la sortie prochaine du mien, je me dis: «Ouh là 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 là, j'espère que c'est pas comme ça toute la vie». Parce que fou. Après, Et je pense que ce qui est en jeu aussi, c'est à quel point on investit dans l'idée de faire une carrière littéraire. Je mmh, dirais, enfin moi, j'ai presque 45 ans. Je dirais ma carrière professionnelle, elle est faite, elle est en place, elle me convient absolument. Si les livres ne marchent pas, je vais pas vivre avec une frustration atroce le restant de ma vie si mes livres ne font pas la une des journaux. Je tiens à cette activité et j'aime beaucoup ça, mais j'ai pas un rapport viscéral à l'écriture qui fait que ça me rendrait malade si ça marchait pas. mmh, Et je pense que je suis aussi beaucoup plus lucide que au moment où j'ai publié D'où je viens sur ce qu'est le milieu de l'édition, le milieu de l'auto-édition. Enfin, quand on commence à rentrer dans ce milieu, à être un peu sur les boucles Instagram qui parlent d'auto-édition, etc., on se rend compte que c'est incroyable le nombre de gens qui cherchent à publier des livres. Enfin, et mmh, ça rend très humble aussi pour se dire, ok, j'ai écrit un livre, il y a des gens qui l'ont aimé, c'est déjà très très chouette. Et ça m'empêche pas d'espérer bosser avec des éditeurs. Enfin, vraiment, j'en serais ravie. Mais si ça marche pas, ça marche pas. mmh. Je trouve que c'est très oui, c'est très sage, ce que tu dis, qu'en fait, finalement, on perd rien à de toute façon à avoir moins d'attentes. Enfin, je veux dire, le Oui. seul truc qu'on perd, c'est de la déception, quoi, donc tout va bien. Tout à l'heure, tu as dit, «J'avais trouvé la plateforme d'édition qui me convenait». Du coup, est-ce que tu peux juste peut-être nous dire 2 mots de ça, de comment tu fais, en fait, finalement, pour distribuer tes romans? Et pour ceux qui voudraient les lire, où est-ce qu'ils peuvent trouver, tes romans? Alors en fait, moi, je travaille avec une plateforme qui s'appelle Bookelist, mais il y en a plein d'autres, qui sert en fait d'intermédiaire, donc tout se fait en ligne, hein, qui sert d'intermédiaire avec à la fois l'imprimeur et à la fois le distributeur. Donc Mmh. en l'occurrence, Hachette Distribution, qui assure la distribution des livres auprès de la plupart des librairies françaises et auprès des grands vendeurs de livres en ligne, que je ne vais pas citer. Et donc, en fait, moi, je paye un abonnement à cette plateforme et plateforme gère les commandes. Donc, si quelqu'un va sur un site et commande mon livre ou va dans une librairie et commande mon livre, c'est la plateforme qui reçoit la commande, qui la passe à l'imprimeur. L'imprimeur imprime le livre à la demande. Il n'y a pas de stock Mmh. préimprimé de mon livre et il l'expédie soit auprès de la librairie, soit chez la personne si elle a demandé chez elle. C'est le circuit vraiment de distribution. Et puis moi, en tant qu'autrice, je peux acheter des livres à prix imprimeur et les commercialiser moi-même, voilà, en direct auprès de mes proches, voilà. Donc moi, je cumule les deux, sachant que en ce qui me concerne, la vente en librairie ou en ligne, c'est très peu en fait, parce que pour vendre en ligne ou en librairie, il faut arriver à donner beaucoup de visibilité à son livre et que du coup, Mmh. parce que comme il n'y a pas de stock, ça veut dire que il ne se trouve pas non plus dans la librairie. C'est-à-dire qu'à Mmh. moins d'avoir un partenariat de dépôt-vente avec un libraire, moi j'en ai quelques-uns dans les librairies autour de chez moi, Mmh. à moins d'avoir ce partenariat, il n'y a aucune raison que le libraire, il ait mon livre en rayon. Voilà, donc les gens tombent pas sur mon livre par hasard, il faut qu'ils en aient entendu parler par le bouche à oreille ou sur les réseaux ou en allant voir des chroniques sur Babelio ou ailleurs. Donc c'est voilà, moi j'ai ma maman qui me fait une pub incroyable et qui le vend dans tous ses réseaux personnels, amicaux, Mmh. associatifs. Donc en fait, j'en vends beaucoup plus en direct que par le biais des librairies. Mmh. OK. C'est vraiment pour moi la partie difficile du job, quoi, la partie communication. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ah bah oui, si Je ça trouve t'intéresse pas ça en plus, bah ouais. chronophage. Mmh. Et puis c'est pas facile de se mettre en valeur soi-même, en fait. Enfin, il y a un Ouais, c'est truc un un peu exercice dur. judéo-chrétien qui remonte là de bon. Mmh. Est-ce que vraiment je crie partout que mon livre est formidable et qu'il faut absolument Mmh. l'acheter? Ouais, super dur. Bah oui, je compatis parce que je traverse les mêmes Ouais, questionnements. j'imagine. Mmh. Et d'ailleurs, justement, moi, j'ai une question pour toi qui donc a déjà fait cet exercice que je m'apprête à faire. C'est qu'est-ce qui t'a le plus, surprise dans la publication de tes romans? Quel que soit le domaine?
La surprise très positive que j'ai eue et à laquelle vraiment je m'attendais pas, c'est ma collaboration avec Jean-Claude Götting, qui est l'illustrateur enfin, voilà, qui a fait alors il a pas fait les couvertures, il a fait des œuvres que j'ai utilisées pour mes couvertures. C'est qu'au départ, j'avais prévu. Il avait été question avec une amie qu'elle illustre, elle dessine pas mal et il était prévu qu'elle illustre ma couverture. Et puis en fait, elle n'arrivait pas à faire quelque chose qui lui plaise. Et un jour, elle m'a envoyé une image de Jean-Claude Götting en me disant, voilà, ce que j'aimerais, c'est faire quelque chose dans cette veine-là, mais j'y arrive pas. Le mieux, ce serait encore que tu le contactes et que tu lui demandes, quoi. Et donc voilà, donc là, il m'a fallu quand même prendre une grande bouffée d'air et de courage pour me dire, bon allez, je lui écris. C'est quelqu'un qui est pas hyper connu en France, mais qui a quand même très très belle carrière et qui a notamment fait la couverture de la première édition de Harry Potter en France. Donc, Eh oui, moi ça m'a tout de suite parlé. Hein. Dès que j'ai vu la couverture, j'ai dit ah ça me rappelle quelque chose. Les années 90 notamment. Donc voilà, donc quand et puis encore une fois, c'était ma première édition, j'avais aucune idée de est-ce que ça se fait. Je lui ai écrit complètement en novice via contact de son site internet. Voilà, je réfléchis à ça, je sais pas comment ça marche, qu'est-ce que vous en dites? Et là où j'étais persuadée qu'il allait rien se passer, en fait, 2 heures après, il m'avait répondu, il m'a tout expliqué, il m'a fait moitié prix parce qu'il m'a expliqué que de toute façon, les auto-édités, ils vivaient pas de leurs livres, donc il voulait surtout pas me mettre dans l'embarras. C'est gentil. Ça démontre pas trop sa connaissance du marché du livre, je le crois, mais mais c'est gentil. Mais voilà, en tout cas, il a été avec moi extrêmement gentil. Après, donc dans les conditions qu'il avait posées pour que je puisse utiliser son image, il m'avait demandé de lui résumer mon livre parce qu'il voulait savoir à quoi il allait associer son image, ce qui est parfaitement logique. Et puis, il voulait valider la maquette de la couverture. Et en fait, quand je lui ai envoyé mon projet de maquette, qui était un projet très artisanal, débutant, il m'a fait plein de remarques hyper, hyper constructives et on a passé un dimanche, je pense qu'on s'est envoyé 20 mails dans la journée. Waouh. Où il me faisait des remarques. Alors ça, peut-être plus comme ci, ça plus comme ça c'est bien, votre police, elle marche bien. Il a été adorable avec moi. Et de nouveau, pour le deuxième, quand je l'ai ressollicité, il a à nouveau été très disponible et très gentil. Donc ça, vraiment, je m'y attendais pas. Enfin, Et c'était très agréable et puis très soutenant parce que pour le coup, c'est vraiment un domaine où j'étais pas à l'aise. Ah ben c'est sûr que là, on rentre encore dans une autre casquette parce que tu parlais tout à l'heure de la com, qui est une casquette. Bon, alors on a bien sûr l'écriture, la com, le marketing. On a parlé distribution, on a parlé impression, et là maintenant on parle couverture, ce qui est encore un autre métier en fait. Et d'ailleurs, si on était dans une maison d'édition, ça serait des personnes différentes qui s'occuperaient de chacun de ces aspects. Donc ouais, Tout à fait. c'est un sacré challenge. Ben ouais, bravo, hein, bravo pour Donc voilà, je trouve que globalement, dans tout mon parcours, j'ai été bien aidée quoi, par les gens que j'ai contactés, à qui j'ai demandé. Enfin, finalement, c'est un peu la leçon que j'en tire, c'est que finalement, les gens, ça coûte pas grand-chose de demander, et les gens qui connaissent, ça leur demande pas forcément non plus un effort dingue de nous dire voilà, ce qu'ils pensent de la façon dont on fait les choses. Donc trop bien, voilà, trop cool. c'était vraiment chouette. Alors du coup, j'imagine que ma question suivante va peut-être être un peu redondante, mais je suis sûre que tu as d'autres tours dans ton sac. Je voulais te demander quelles étaient tes plus grandes joies, justement, liées à l'écriture et ou la publication. Moi, enfin, alors, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, ce que j'adore dans l'écriture et vraiment ce qui me met en joie, c'est quand on a une bonne idée, un eureka, ah ouais, ça va marcher. Et le moment où la machine créative, là, s'emballe et où d'un coup, on a plein d'idées. Enfin, ça, c'est vraiment des moments que j'adore. Bon, en même temps, je dis ça, mais là, j'étais en train de me dire que je crois que j'aime bien toutes les étapes, en fait, de l'écriture. Là, il y a le moment, là, je suis en train de faire émerger un peu une idée sur un 4e texte qui mature depuis quelque temps. Et j'aime bien aussi ce moment où c'est sans pression, il y a plein d'options possibles, on peut partir dans plein de directions. Ah, je crois que c'est le moment Ouais, que je préfère, moi. Avant de commencer à écrire, quand tu te dis ah là, je fais ce que je veux. Parce qu'après, t'es quand c'est même un ça, le champ, peu. le Oui, t'es champ est limité ouvert. par ce que t'as déjà écrit après. Ouais. Et puis voilà, après, la partie, bon, évidemment, la partie correction, en soi, c'est pas très marrant, mais c'est quand même le moment où, du coup, on se remet sur son texte et on a la satisfaction de waouh, j'ai fait tout ça, en fait. Ça y est, là, j'en suis à 180 pages, allez. Et puis après, de discuter avec des gens qui ont lu ces livres, c'est
c'est aussi marrant. Moi, j'adore quand les gens me demandent mais alors d'où ça t'est venu et ça pourquoi, enfin de raconter un peu le processus de création ou que là sur Dérapé, c'est marrant, il y a un lecteur qui m'a fait remarquer un truc que j'ai fait, j'avais même pas fait exprès. C'est-à-dire qu'il me dit ah mais alors là l'effet de réponse entre le premier chapitre et le dernier, c'est hyper parfait. Et il a fallu qu'il m'explique, je comprenais pas de quoi il parlait. Je vais pas le dire parce que je veux pas spoiler quoi que ce soit. Et voilà, donc ça c'est aussi c'est drôle quoi. T'as fait une épanadiplose et tu le savais même pas. Je Voilà. ce mot pour la blague. Les personnes qui étaient en français avec moi sauront pourquoi. C'était le mot que le prof aimait sortir pour voir nos tronches. Une épanadiplose, enfin. Ah oui, oui, bien sûr. Et alors, du coup, le pendant de cette question, ce serait qu'est-ce qui te mettrait le plus en difficulté? Parce que je suis bien placée pour savoir qu'il y a plein d'embûches aussi. Qu'est-ce qui est moins facile, peut-être, moins. Dans l'écriture elle-même, je suis assez attentive à comment dire ça? J'ai très peur des clichés en fait. Je suis attentive à mes livres, ils soient nuancés et le premier, je le trouvais presque un peu trop feel good en fait dans sa structure, dans son approche, etc. Et j'ai cette espèce de vigilance à pas tomber dans des clichés, dans des choses trop faciles. Voilà, donc ouais, un souci que mon livre il puisse vraiment parler à un public entier et que j'oublie pas des lecteurs sur le bord, quoi. Donc ça, il y a parfois, ça me fait un peu des nœuds au cerveau Bah parce oui. que je vais avoir envie d'exposer une scène très simple, peut-être, j'en sais rien, d'un amour naissant, etc. Et en fait, très vite, je me dis non, mais ça, c'est cuculapraline en fait. Et il faut que j'arrive à me raisonner pour me dire non, mais en fait, c'est pas cuculapraline. Dans la vraie vie, il y a des gens qui tombent amoureux et c'est très beau. Et donc sur ça, j'ai un peu du mal à être indulgente avec moi-même, tu vois, sur ce genre de trucs. Après, moi, je me dis, j'ai l'impression que c'est important finalement d'écrire un truc qui nous fait plaisir. Et puis, si ça fait plaisir à nous, bah, ça fera probablement plaisir à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ce que je me dis en tout cas. Et puis, quand tu as parlé des clichés tout à l'heure aussi, je pensais que je me disais, ah, est-ce qu'elle va dire un truc qui, moi, je sais qui peut m'embêter à la relecture d'un premier jet. C'est que quand on écrit, tu sais, on se laisse un peu porter, tout ça, on prend ce qui vient. Et en fait, des fois, en me relisant, je me rends compte que oui, j'ai des personnages qui font des choses clichés ou qui disent des choses avec lesquelles je suis même pas d'accord, en fait. Et je suis là, mais pourquoi j'ai représenté, tu vois, ou des trucs qui vont être un peu sexistes ou un peu racistes. Et je suis là, what? Mais c'est moi qui ai écrit ça, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je trouve que c'est dur, ça, des fois, parce que quand on se laisse porter, ben, des fois, il sort des choses parce qu'on digère les représentations avec lesquelles on vit, on grandit, les représentations de la culture dans laquelle on vit. Et moi, je suis pas d'accord avec toutes ces représentations, mais je me rends compte qu'il y en a certaines, je les ai tellement intégrées que je les reproduis inconsciemment. Alors ça me saoule. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et parfois, j'écris des choses et quand je les reprends quelques jours plus tard, je me dis mais ça va Mais pas non! bien, hein, C'est exactement ça! Mais c'est exactement ça, genre: «Mais pourquoi meuf, ça pourquoi fait tu as mis ça? ça?» Ouais. 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 Je pense que ça doit être tout le monde parce que forcément, enfin, on a intériorisé tellement de trucs, tellement de bah oui, de sexisme. Ouais. C'est à ça que ça Ouais. sert de faire plusieurs versions aussi, hein. Ouais. Et après ça je pense que c'est un truc sur lequel je suis en train de progresser, c'est le fait d'arriver à regarder ces textes avec un regard critique. Enfin, tu vois, en se disant: «Bon, si j'oublie que c'est moi qui l'ai écrit, que je suis très attachée à ce passage parce que je m'y suis pris la tête dessus et cetera, en Mmh. vrai, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça Ouais. marche? Est-ce que ça produit l'effet escompté?» et tout ça. Et ça prend vraiment du temps, je trouve, d'arriver à avoir ce Ouais. et là, ce qui m'a beaucoup aidé moi sur ça, c'est que l'année dernière, j'ai été jury d'un concours de manuscrits, que tu connais d'ailleurs. Ah, les murmures littéraires! Ouais. Donc j'ai lu, une dizaine de textes, dont certains pas très bons. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que de lire des textes pas très bons, c'était très utile. C'est-à-dire que Mmh. ça m'a permis de me rendre compte vraiment: «Ah bah oui, voilà, en fait, quand, ta description elle est lourdingue, voilà ce que ça fait comme effet». Mmh. Par exemple, sur mon premier livre, mon conjoint m'a beaucoup dit: «Tu démarres pas assez vite. Mmh. Il faut que tu attaques plus tôt. Les 25 premières pages, c'est trop long, on n'est pas embarqué» et cetera. Donc j'ai pas mal retravaillé pour essayer de contrecarrer ça. Lui continue de dire que ça va pas assez vite. Et j'ai lu un texte qui était comme ça et je me suis dit: «Ah bon sang, c'est ça en fait. C'est ça qu'il voulait me dire quand il me disait: "Ça démarre pas, on n'y est pas" et cetera». Et OK. le fait de le voir chez quelqu'un d'autre parce que finalement, dans la vraie vie, des mauvais livres, vraiment des mauvais livres,
on n'en croise pas souvent. C'est-à-dire que Ils arrivent pas les jusqu'à livres, nous. Ouais. voilà, qui arrivent jusqu'à nous, c'est des livres qui, pour la plupart, ont été vus par des éditeurs ou qui sont des auto-édités qu'on nous a recommandés, donc c'est pas des mauvais. Et là, d'être mis face. Il y avait un texte, par exemple, où il y avait une scène d'incendie et on comprenait très bien ce qui s'était passé. Et quelques chapitres plus tard, en flashback, il re-raconte comment l'incendiaire est venu, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, là, effectivement, ces 4 pages, elles servent à rien. Enfin, nous, on a tout compris. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, je suis aussi attentif à ça dans mes textes, en disant, bah oui, en fait, les trucs que tu as déjà dit, tu les redis pas. Même si ça te fait plaisir d'écrire cette scène, etc. Mais si c'est ça que tu veux faire, ben, tu l'annonces pas 4 chapitres plus tôt, etc. Et donc tout ce temps où j'ai finalement été face à des écrivains en cours de travail, en cours de progrès, etc., ça m'a moi aussi beaucoup aidée, en fait. Ouais, ça me parle ce que tu dis parce que c'est vrai que j'y pensais l'autre jour, je me disais mais c'est vrai que moi je lis plein de livres que je trouve géniaux et ça m'inspire et j'ai l'impression d'apprendre énormément en les lisant. Mais c'est vrai qu'aussi quelque part il y a quelque chose de paralysant parce que quand toi t'écris et que t'arrives pas à faire ce degré de qualité que tu aimes tant lire dans les livres que t'achètes, c'est super frustrant parce que donc c'est bien aussi de voir qu'il y a toute une marge de progression et aussi de se rappeler que les livres qu'on lit c'est des versions 5, 6, 7, 8, 9 qui ont été vues par 1, 2, 3, 4, 5 personnes, on ne sait pas combien, et que c'est un travail Et puis d'équipe. moi, ça m'a vraiment aidé à prendre du recul sur mes textes. Là, dans les murmures, du coup, il y a tout un système de fiches de lecture, etc. Donc, en fait, on est aussi beaucoup amené à s'interroger sur pourquoi ça me plaît, pourquoi ça me plaît pas. Là, dans ce texte, l'intrigue, elle était bien, etc. Par contre, il y a un truc dans le narratif qui marche pas, cette histoire d'incendie qui revient, c'est répétitif, en fait, donc ça coupe l'élan, enfin, ça oblige à être très analytique sur le texte. Moi, j'ai pas du tout une formation littéraire, je suis pas passée par une fac de littérature, donc c'est pas un exercice que j'ai beaucoup fait, c'est même un exercice que j'ai jamais fait, à part pour le bac, quoi. Et là, de l'avoir fait, c'était vraiment très utile. Et en plus, c'est cool, je peux le dire du coup pour avoir été du côté des gens qui reçoivent des fiches de lecture, c'est super, de recevoir des fiches de lecture. Donc c'est fantastique. Merci d'avoir fait ça pour quelqu'un, d'avoir été bénévole. Du coup, ça fait à nouveau une bonne transition sur ma dernière question parce que donc tu disais que donc ça t'avait fait beaucoup réfléchir et tout ça et d'après ce que je comprends, ton processus, il évolue tout le temps. Et du coup, est-ce que peux nous dire 2-3 mots sur ton manuscrit actuel ou est-ce que c'est top secret, ce que je comprendrais totalement? Là, le roman que je suis en train d'essayer de finir, il est plutôt dans la veine de mon premier. Mmh. Le point d'entrée, donc on est toujours dans des histoires de famille, bien sûr. Le point d'entrée, c'est une femme, un peu âgée qui perd un peu la tête, qui est dans son EHPAD et qui, évoque, les souvenirs de son fils qui a disparu quand il avait 18 ans. Et donc on alterne entre différents points de vue de différents personnages autour de cette vieille dame. Et puis voilà, puis j'ai donc un autre projet qui est en train de mûrir, qui sera sans doute assez différent, mais bon là c'est vraiment le début qui était, qui sera, s'il voit le jour, plus, qui s'appuiera davantage sur des expériences, vécues avec j'avais Mmh. envie d'écrire des choses autour de la maternité, mais ça Pour c'est après. vraiment le début du projet. Ouais. OK et du coup le troisième sur, la vieille dame, tu en es à peu près où? Tu es sur un premier jet ou des réécritures Alors, ou? j'ai écrit un premier jet dont on a beaucoup discuté avec mon conjoint. On a eu Mmh. plein de nouvelles idées. Donc là, je suis en train de le retravailler assez profondément. OK. Première réécriture. J'espère avoir d'ici l'été un deuxième premier jet Ouais. Mmh. plus touffu. Cool. Bah, écoute, merci beaucoup, hein, de nous avoir raconté tout ça C'était un et plaisir de discuter avec toi. de même, moi je peux geeker là-dessus pendant des heures, hein. Voilà, c'était donc l'interview que j'ai enregistrée avec Cécile. Alors au moment où sort le podcast, on l'a enregistré, cette semaine, voilà, donc c'est tout récent quand même. Et puis j'en profite très rapidement pour vous donner quelques nouvelles. Comme on se parle qu'une fois par mois, je me dis, sinon ça va faire, des vieilles news dans le prochain épisode. Pour moi, la grande nouvelle, depuis décembre, c'est que j'ai enfin terminé la couverture de mon roman. Alors quand je dis j'ai terminé, c'est Marine Hortier surtout, hein, l'illustratrice qui a fait 99% du travail et qui m'a fait une magnifique illustration. Je l'adore. C'est donc un mélange gouache, craie grasse, crayon. C'est une illustration entièrement faite à la main. Et ensuite, évidemment, elle m'a envoyé une numérisation, hein, pour que je puisse en faire ma couverture.
Et du coup, moi, là-dessus, j'ai choisi une police, même 2 polices de caractères différentes. Il y a une police pour le titre et une police pour écrire mon nom, le nom de l'autrice, et puis le nom de la page sensible en bas. J'ai choisi la police Lou Bag, si ça vous intéresse, pour le titre. Et puis j'ai choisi les couleurs pour les polices, tout ça, en faisant très très attention à la lisibilité. Et ouais, je suis trop heureuse. Justement, on parle dans l'interview avec Cécile du fait que pour elle, c'est vraiment une grande joie d'avoir pu utiliser des illustrations, des œuvres, même de Jean-Claude Götting pour ses couvertures. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me remplit de joie, en fait, d'avoir une belle couve comme ça, faite par une artiste. Ouais, ça me fait trop plaisir. Et du coup, je l'avais sous le coude déjà depuis, je crois que ça fait presque 2 semaines, mais j'ai attendu jusqu'à ce que l'épisode sorte parce que j'avais envie de pouvoir faire un peu un cover reveal, comme on dit dans le milieu, donc un petit peu fêter ça avec vous. Du coup, voilà, je me débrouille pour qu'au moment où l'épisode sorte, la couverture soit sur mon site, sur la page de Tant pis pour le thé sur mon site. Et puis pour celles et ceux qui sont inscrits à ma newsletter, je vous enverrai la couverture dans la newsletter. Et dans un deuxième temps, je pense la semaine prochaine, je ferai un cover reveal sur les réseaux sociaux. Mais voilà, j'avais envie que ce soit les auditeuristes du podcast et les personnes abonnées à la newsletter qui la voient en premier. Voilà. Dans la même veine, j'avance bien fort dans la préparation de la campagne Ulule, c'est-à-dire la campagne de pré-vente pour ce premier roman, Tant pis pour le thé. Donc là, qui commencera le 6 avril. Là, en ce moment, je suis dans le choix des thés, c'est-à-dire que comme je vais proposer aux gens de précommander le livre en version e-book ou papier, mais du coup, je suis en train aussi de décider qu'est-ce que je mets exactement dans les box que je fais pour ceux qui veulent avoir en plus des petits cadeaux, des petits goodies. Donc là, je suis à retourner au Jardin du Thé à Grenoble. C'était quand ? On est samedi ? Avant-hier. Pour prendre des échantillons de thé, pour goûter différents thés, parce que j'ai vraiment envie de proposer que des thés que j'aime. Donc voilà, je goûte plein de thés pour vous proposer mes thés préférés, mais qui en même temps collent à la personnalité des personnages. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais proposer 5 ou 6 thés, je suis pas encore sûre, plutôt 5, avec un thé qui correspond à un personnage et à la personnalité. Donc voilà, il y aura des thés plutôt frais, des thés plutôt dark, voilà. Et puis je me pose aussi la question des autres goodies. Est-ce que j'inclus de la papeterie ou pas ? Il faut que je calcule les coûts parce qu'en fait, je me rends compte que entre les charges qu'on paye, les frais de port, il y a aussi on laisse un pourcentage à la plateforme. En fait, très rapidement, si on veut proposer des prix corrects, pas mettre des trucs trop chers, très rapidement, on peut même se retrouver dans le rouge, quoi. Donc faut que je fasse super gaffe à ça. Donc j'ai un tableau Excel avec des formules et tout. Je suis un peu geek de ça, donc je m'amuse bien en fait avec mon tableau Excel. Mais voilà, je suis dans le calcul des frais de port. C'est pas forcément le plus glam pour certaines personnes, mais en fait, moi j'aime bien. J'aime bien calculer des trucs. Et puis un deuxième truc que je fais aussi pour préparer la campagne, c'est que en fait dans une campagne nulle, il y a différents paliers. On cherche à atteindre un objectif, une cagnotte. Par exemple, ça peut être 1 000 €, c'est la cagnotte de base, quoi. Et puis après, si on atteint 150% de l'objectif, donc en l'occurrence par exemple 1 500, en fait on peut proposer des bonus pour tout le monde. C'est-à-dire, si on atteint 1 500 € de la cagnotte, tout le monde aura en plus tel truc ou tel truc. Et du coup, je suis en train de m'amuser à penser à ces bonus-là. Qu'est-ce que je pourrais proposer de trucs chouettes en lien avec le livre. Et ça, c'est trop fun à faire. En plus, ça implique de l'écriture parce que c'est pas mal des bonus avec de l'écriture dedans. Donc voilà. Ça cool, ça me fait aussi au sein même du processus de publication, ça me fait quand même vachement travailler le côté créatif. Même pour les thés, je vais mettre des descriptions sur chaque thé en lien avec les personnages, un petit peu rigolo, quoi. Alors celui-là, faut pas trop le laisser infuser parce que sinon après il devient amer. Donc voilà, je m'amuse bien, c'est très créatif en fait. Voilà, puis je vous avais dit la dernière fois, il faut absolument que je refasse mon site pendant les vacances de Noël. Bon, j'ai enfin créé une page pour Tant pis pour le thé. J'ai fait ce travail-là. Ça m'a demandé du temps. Et aussi, surtout, de mettre à jour tous les liens qui renvoient vers le livre. En fait, j'avais mis plein de liens partout, sur mon podcast, sur mon site, et il fallait tout que je mette à jour. Donc ça, c'était vraiment du boulot. Ça a pris beaucoup de temps. Par contre, j'ai toujours pas refait ma page d'accueil. Bon, chaque chose en son temps. Et enfin, dans les projections sur ce début d'année, il y a au moins 2 autres interviews en préparation, peut-être même 3. Donc je suis trop contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire avec le podcast, de proposer plus d'interviews. Et je suis contente parce que ça commence à se faire. Donc je vous en dirai plus quand ça sera confirmé. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode numéro 38 de la page sensible jusqu'au bout. J'espère que cette conversation avec Cécile Candiago vous a plu, que ça vous a intéressé.
Et si c'est un format qui vous plaît, que vous aimeriez justement entendre plus d'interviews, vous pouvez me le dire sur Insta, c'est @lapage-sensible tout attaché, en commentaire sur le blog du podcast. Et pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, et cette semaine, mon cover reveal, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter qui est pleine de bonne humeur, et ce sera en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode qui sortira normalement fin février et qui devrait être un épisode solo cette fois pour vous donner un peu plus de nouvelles et puis reparler aussi d'une de mes lectures coup de cœur. Et puis peut-être que je vous donnerai aussi des nouvelles de ma prochaine retraite d'écriture puisque je dois aller quelques jours à Avignon en février pour retravailler mon deuxième roman. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.